Je voudrais commencer par remercier le professeur Dominique Kerouédan qui fait participer la philosophie à ce colloque. Le professeur Salamé vient de le rappeler, c'est un regard philosophique sur la mondialisation que je vais apporter. Et j'ai choisi à l'intérieur de la question de parler plus exactement de la gouvernance. Gouvernance mondiale, où est-elle? Gouvernance globale. Une réflexion que je vais faire et que je vais vous faire partager. Et j'ai été heureux de voir que la fin de l'exposé de M. Basilekin se présente comme une transition tout à fait naturelle en ce qui concerne le côté éclatement des structures sur lequel il a insisté, parce qu'effectivement, vous allez voir, moi qui ai choisi de ne parler que de la gouvernance onusienne, parce qu'en parlant de la gouvernance mondiale, je vais davantage parler de gouvernance onusienne. Et ce que j'ai capté de ce que M. Basilekin a dit concerne l'éclatement dans les autres réorganisations. Les ACP, 80 États, on retrouve les mêmes États ailleurs. L'Union européenne, et ainsi de suite. Bon, enfin bref, voilà pour situer l'intervention qui va être la mienne. Alors, il y a, de mon point de vue, qui est partagé par beaucoup de gens, deux sortes de globalisation, de mondialisation. Je pense à une première mondialisation de fait, empirique, qu'on peut même considérer comme une mondialisation sauvage, qui s'est faite sur la base de la loi du plus fort, du rapport des forces. Et il y a eu après une mondialisation, comment l'appeler, construite, volontaire. Je vais situer ce qui me semble avoir été le point de départ de cette deuxième mondialisation. En fait, l'idée centrale qui guide la présente réflexion de ma part consiste à dire que la mondialisation volontairement construite n'a pas encore suffisamment procédé aux rectifications éthiques que la mondialisation empirique impose. Et par gouvernance mondiale, comme je l'ai déjà dit, je vais entendre beaucoup plus précisément le système des Nations Unies, qui est la première expression de la prise en compte de la nécessité d'organiser une gouvernance qui soit régie par un principe autre que celui de la soumission au seul rapport des forces, c'est en d'autres termes, à la loi du plus fort. L'idée d'une gouvernance globale, différente de la gouvernance mondiale, telle que nous allons la défendre ici, donne de la globalité une compréhension qui n'en fait pas le synonyme de mondialité. Car même en anglais, s'ils avaient voulu être plus précis, ce n'est pas globalisation qu'ils auraient utilisé, mais ils auraient fait dériver le terme de world. L'équivalent de monde, en anglais, c'est the world. Alors, je ne vais pas inviter la worldisation, mais je préfère retenir globalisation parce que c'est valable aussi bien chez les anglophones que chez les francophones. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je fais et en quoi je fais la distinction. Alors, à l'expansion et à la dispersion continuelle des mécanismes de mondialisation, qui, comme vous le savez, peut être facilement illustré, mais de façon anecdotique aujourd'hui, à travers la multiplication des journées mondiales. Il y en a tellement, et ils s'en créent tous les jours. C'est un symbole sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui donne l'esprit de ce que je vais caractériser comme cette gouvernance de la multiplication et la dispersion continuelle.
Alors, à cette multiplication-dispersion va s'opposer ce que je considère comme la concentration, le souci de cohérence qu'une gouvernance globale devrait adopter. Alors, la première forme de la mondialisation ressemble beaucoup à la vision qu'exprimait ici même en France Paul Valéry dans son ouvrage de 1931, précisément intitulé « Regard sur le monde actuel ». Un monde que Paul Valéry a appelé avec précision la terre habitable. Quand il parlait de monde, c'était la terre habitable. Et qu'est-ce qu'il constatait? Une terre habitable qui, de nos jours, c'est-à-dire 1931, était une terre relevée, reconnue, partagée entre des nations. Fin de citation. Et selon Paul Valéry, toujours en 1931, l'ère des terrains vagues, l'ère des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, tout comme l'ère de la libre expansion, était close. C'était clos, le monde était clos, le monde habitable, la terre habitable, c'était clos. Autrement dit, le monde était parfaitement identifié, circonscrit, réparti. Et on peut dire chacun avait quelque chose comme son titre foncier dans cette partie, dans ce monde considéré comme terre habitable. Comme on peut s'en rendre compte, l'expansion dont Paul Valéry constate ici la fin était de nature uniquement physique et géographique. Il s'agissait plus exactement des conquêtes consécutives aux diverses expéditions d'exploration de l'espace habitable. Et si cette forme d'expansion s'est clôturée, elle allait laisser la place. Et elle a en effet laissé la place à une expansion idéologique, institutionnelle et relationnelle qui, elle, continue de se déployer aujourd'hui dans un espace non plus géographique, mais culturel, relationnel. L'idée de solidarité qui va traverser tout ce que je vais évoquer et qui est dans tout discours concernant la mondialisation, l'idée de solidarité qui se dégage du constat fait déjà en 1931 par Paul Valéry est plutôt celle d'une solidarité pratiquement physique de répercussions, retentissements, de proche en proche, des agissements et des événements les uns sur les autres. Bref, une solidarité résultant de la découverte de l'inéluctable dépendance des parties du globe. Alors, la mondialisation dirigée, construite, vient après. J'évoque rapidement le constat fait par Paul Valéry. C'est des repères. Comme le deuxième repère, vous allez voir, concernant donc la mondialisation construite, qu'est-ce qu'il va être ce repère pour moi? Ici, nous partons dans cette réflexion de ce que nous considérons comme le point de départ de la deuxième forme de la mondialisation, à savoir le discours d'investiture du président Truman pour son second mandat, le 20 janvier 1949. Que disait Truman? Je cite. « Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et notre progrès industriel au service de l'amélioration de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vivent dans des conditions voisines de la misère. Ils n'ont pas assez à manger, ils sont victimes de maladies. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus prospères. » Fin de citation de ce passage du discours de Truman de 1949. Passant des paroles aux actes, le président Truman crée un an après le discours le programme pour le développement international, en anglais The Act for International Development. Et comme chacun le sait, après l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945, les pays industrialisés vont peu à peu créer des institutions destinées à appliquer des programmes de développement à travers le monde. C'est ainsi que naîtront les unes après les autres
les organisations spécialisées des Nations Unies telles que le PNUD, la FAO, l'OMS et de nombreuses autres que vous connaissez. L'Organisation des Nations Unies apparaît ainsi comme la forme qu'a prise dès le début une gouvernance mondiale comportant une assemblée représentative des États, un conseil de sécurité qui aurait pu être appelé autrement s'il avait été assimilé à un réel gouvernement du monde. Les organisations spécialisées faisant figure de départements ministériels. Il n'est pas superflu, et je profite de l'occasion pour signaler ce fait que dans le discours du président Truman, c'est dans ce discours qu'on entend pour la première fois l'expression région sous-développée, l'expression sous-développée. J'avais dit région sous-développée, je suis venu pays sous-développé. Ça, c'est en passant que je signale cela. Si on y regarde de près, on se rend compte que la mondialisation empirique, tout comme la mondialisation construite, n'ont fait que consacrer le dirigisme indirect du rapport de force, tel qu'il s'est exprimé à travers la maîtrise de la navigation maritime et les voyages d'exploration et de découverte, ainsi qu'à travers diverses guerres, y compris les guerres coloniales, qui ont conduit au bornage de la terre habitable, tel que Paul Valéry l'a présenté, ou tel qu'il ressort du discours du président Truman des États-Unis. Un discours, nous voulons le croire, qui avait voulu donner à comprendre que les plus forts pouvaient également être animés d'un désir de partage. Alors, quelles sont les différences que je vais tracer entre mondialisation et globalisation? Une claire contradiction dialectique semble habiter le cœur de la mondialisation. Une contradiction par laquelle un mouvement permanent d'expansion et d'extension de la multiplicité semble appeler, voire exiger comme son pendant, un contre-mouvement de regroupement et de concentration. Et j'ai été frappé, je reviens sur ce que l'homme de terrain, Basilekine, a présenté tout à l'heure, n'est-ce pas? La multiplicité, la mondialisation, parce que s'il faut intégrer l'Union européenne et toutes les autres associations, eh bien, tout ça fait cette mondialisation, mais caractérisée par quoi? Le phénomène de la multiplicité. Il s'agit donc de deux logiques difficiles à ramener à l'unité. La logique de la mondialisation, qui consiste à étendre dans toutes les régions géographiques et culturelles du monde des idéaux, des schèmes de comportement, des valeurs et des relations d'échange de toutes sortes. Une logique commandée par le jeu du rapport de force à différents niveaux et souvent préoccupée de sauvegarder une unité hégémonique. Ce mouvement centrifuge, à mon sens, notre sens, ne doit-il pas alterner aujourd'hui avec le mouvement centripète comme dans un moment de récupération d'un soi essentiel sur un extérieur redondant dans lequel le sens de l'humain, qui est pour nous ce soi essentiel, aurait tendance à se perdre. Je suis content, encore une fois, je n'arrêterai pas de signaler ce que j'ai entendu, puisque moi, je ne suis pas dans le domaine de la santé, mais quand j'ai entendu un certain nombre de choses de l'exposé faire M. Basilekine, je me suis dit, je ne suis pas hors sujet. Alors, si la mondialisation est expansive, voire dispersive, la globalisation, elle, doit aller dans le sens du regroupement, de la concentration et de la cohérence. Dans la globalisation, on regroupe autour de l'essentiel, on simplifie et on supprime les redondances, les doubles emplois et les chevauchements. Je vais en parler parce que tout de même, je vais tout à l'heure entrer aussi un peu dans le monde de cette gouvernance onusienne, l'OMS et toutes les autres structures qui parfois font le travail de l'OMS. Consciemment ou inconsciemment, le monde ou les mondes, l'idée de monde,
monde des cosmogonies, des groupes tribaux, c'est des mondes, hein. Monde des pays industrialisés, des pays sous-développés, le monde de la santé, le monde de l'agriculture, enfin bref, tous ces mondes, chaque fois, représentent l'effort de l'homme d'organiser son adaptation aux environnements autour du principe de totalité qui s'analyse lui-même en une volonté d'unification de la multiplicité. Nous nous sommes donc posé la question de savoir autour de quel facteur d'unité se développe ou se construit le monde de la mondialisation. J'ai cette formulation qui permet d'être précis. Le monde de la mondialisation, quel est-il? Autour de quelle unité il veut se constituer, ce monde de la mondialisation? Et il nous a semblé que c'est autour d'une vision confuse, d'une interminable totalisation hégémonique du monde. L'unité, dans le monde de la mondialisation, ne peut pas se faire autour d'un peuple nouveau qui serait une sorte de synthèse de la multitude des peuples existants. Le projet cosmopolitiste d'Emmanuel Kant ne peut que très difficilement se traduire dans les faits. Ne semble-t-il pas que la mondialisation ait plutôt provoqué un réveil des replis identitaires? Ça aussi, Paul Valéry l'avait également pressenti dans son ouvrage déjà cité, quand il disait que ces répercussions allaient certainement créer ici des obéissances, là-bas des résistances. L'unité du monde de la mondialisation ne peut pas non plus se faire autour d'une unique religion ou d'une commune culture dans laquelle iraient se fondre de nombreuses cultures particulières, ni encore moins par l'uniformisation forcée des mœurs et coutumes des micro-mondes. Si l'unité dans la mondialisation semble placée devant nous comme un impossible programme à réaliser, l'unité dans l'esprit de la globalisation, telle que nous la percevons, se situe à un point de départ vers lequel il faut retourner chercher l'inspiration qui devait éclairer toute la gouvernance. Il s'agirait d'insuffler le sens de l'humain, si malmené et si moqué dans les transactions de toutes sortes, dominées par le mercantilisme de toujours et des manifestations d'un égoïsme aussi ravageur que déshumanisant. Alors, je vais revenir, je serai obligé de me répéter quelquefois, mais j'en suis conscient, j'irai assez vite, les caractéristiques de la gouvernance mondiale. Je vais les donner maintenant pour les opposer par la suite aux caractéristiques de ce que j'ai considéré comme la gouvernance globale. Puisque, en fait, le sujet de mon exposé est clair, gouvernance mondiale ou gouvernance globale, la différence. Alors, bon, commençons par les caractéristiques de la gouvernance mondiale ou onusienne. La forme et la lutte données à la toute première idée de gouvernance mondiale se perçoivent à travers la structuration de l'Organisation des Nations Unies, c'est clair. L'ONU a semblé épouser de nombreuses orientations des centres d'intérêt particuliers correspondant au champ d'action des gouvernements, des États, sans qu'il existe un État mondial unifié. À travers les multiples organisations spécialisées telles que le PNUD, l'OMS, la FAO, l'UNICEF, l'ONUDI et tous les autres que vous connaissez, on a reproduit des sortes d'équivalents des départements ministériels, avec cette différence importante que ces organisations spécialisées jouissent d'une autonomie qui en fait des centres d'initiative qui concluent des conventions et de partenariats entre elles sans éviter des chevauchements, des doubles emplois. Une mondialisation commandée par un mouvement interne de production, celui que j'ai qualifié au départ, un mouvement de production de la multiplicité, et qui se traduit au niveau de cette première forme de gouvernance onusienne par la dispersion et l'émiettement des structures, des centres d'intérêt, des efforts à travers des agences, des programmes, etc. De nombreuses études ont déjà eu à souligner le fait des chevauchements et des doubles emplois dans les programmes de telle ou telle organisation et agences des Nations Unies. Ce constat auquel nous nous limitons de faire simplement référence est une illustration de ce que nous appelons la gouvernance de la dispersion et de l'éparpillement
caractéristiques de la gouvernance mondiale à travers l'ONU. Je dirais peut-être tout à l'heure, gouvernance du saupoudrage. Le saupoudrage, pourquoi? Parce que je vais souligner autre chose qui est important aussi dans cette gouvernance onusienne par rapport aux pays en voie de développement. Et bon, donc comme c'est la diplomatie mondiale de la santé qui se trouve au centre du présent colloque, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si tout tourne rond entre l'OMS, chargée de la coordination des équipes médicales, l'ONU-SIDA, chargée de la coordination du travail de 10 agences de l'ONU, le PNUD, non moins chargé d'empêcher la propagation du VIH-SIDA, l'UNICEF, chargé de faire vacciner tous les enfants et d'apporter une aide aux enfants et familles touchées par le VIH-SIDA, l'OMS, chargé de fixer des normes et des critères et d'en suivre l'application, et la FAO, chargé d'harmoniser les normes dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture. Et nous n'oublions pas la Banque mondiale, qui a parfois conçu et financé ses propres programmes de lutte contre le VIH-SIDA ou la lutte contre le choléra, et de manière unilatérale. Ça, j'y reviendrai parce qu'effectivement, c'est un des aspects qui fait que, parce qu'on est financier, parce qu'on est donateur, on impose le choix, on impose le programme. Au sujet d'une question telle que celle du médicament de contrefaçon, la confusion entre contrefaçon et violation du brevet aurait été rendue responsable du fait que de nombreuses cargaisons de médicaments génériques aient été saisies dans différents ports européens. Il y a quelque temps, j'ai pris l'information sur Internet, des médicaments en route vers différents programmes de santé publique, y compris des programmes traitant du VIH-Sida dans des pays en voie de développement. Pour l'Organisation mondiale du commerce, le médicament de contrefaçon, qu'est-ce que c'est? Il est perçu comme une atteinte à une marque déposée. Ce serait par exemple l'utilisation par autrui du nom commercial d'une entreprise pharmaceutique ou d'une marque déposée sur un produit particulier. Pour l'OMS, le médicament de contrefaçon serait une erreur de qualification délibérée et frauduleuse par rapport à l'identité ou à la source. Je remarque simplement qu'aucune des deux interprétations du concept de contrefaçon ne prend en compte l'intérêt du consommateur et éventuel acheteur du médicament, désireux seulement de savoir s'il a affaire à un vrai ou à un faux médicament. Les seuls intérêts pris en compte ici sont ceux des producteurs et des commerçants, l'entreprise pharmaceutique et le propriétaire d'une marque déposée. Quand bien même une meilleure collaboration aurait lieu entre ces divers organismes, il est visible, il est clair qu'un impérieux besoin de cohérence se fait sentir. À côté de la multiplicité des programmes et de leur émiettement, il y a lieu de mentionner l'éparpillement du pouvoir de décision qui suit le pouvoir financier à travers les décideurs que sont les instances dirigeantes des diverses organisations spécialisées autonomes, tout comme à travers les nombreux donateurs dont certains tiennent à affecter leurs dons à des projets qu'ils ont eux-mêmes choisis. De nombreux autres pouvoirs de décision intercalaires interviennent dans les rapports des agences des Nations Unies, entre elles-mêmes d'abord, tout comme entre elles et leurs interlocuteurs ministériels locaux. Au niveau local précisément, c'est-à-dire des États membres, et en particulier des États des pays en voie de développement considérés comme des partenaires invités à traiter avec les comités ou représentants locaux de telle ou telle organisation spécialisée, ne se produit-il pas dans la durée ou avec la durée une tendance à se déresponsabiliser quand les locaux se mettent à tout attendre de l'organisation spécialisée des Nations Unies? La tentation de la facilité ne représente-t-elle pas la politique de l'aide et de l'assistance nécessairement saupoudrée et émiettée qui devrait être soutenue en permanence et pour laquelle on peut se poser la question si l'aide doit être considérée comme un programme ad vitam aeternam?
Je pose la question, mais j'y réponds tout à l'heure parce que beaucoup d'hommes d'État les plus éminents ont déjà réglé la question. Ce que je vais dire ici n'est qu'une répétition. Le président, tous les présidents français, le président Obama a dit un jour à Accra que l'aide est appelée à prendre fin un jour. Et je suis d'accord avec cela. Mais justement, ici, je suis en train de poser la question, si une certaine manière de voir la gouvernance globale à travers l'ONU, qui a semblé être faite justement pour les pays en voie de développement, si l'aide dans cette vision qui continue de fonctionner n'est pas en train d'être considérée comme devant durer éternellement. Dans un tel contexte, on est fondé à se poser la question de savoir si le rendement de tous les moyens financiers et matériels mis en œuvre de façon aussi dispersée ne pouvait pas être amélioré. On est en droit de se demander si les bons résultats obtenus jusque-là par l'humanité dans le cadre du fonctionnement de la gouvernance mondiale, telle que nous venons de la présenter, ne peuvent pas en appeler d'autres plus importantes dans la construction de la garantie du bien-être à assurer à la majorité de la population mondiale. Cela demanderait des efforts supplémentaires d'altruisme dans la volonté de réduire l'impact de la loi de la nature dans les relations entre les nations pour que prédomine la loi morale sur laquelle se fonde le devoir de solidarité entre les humains. Alors, maintenant, je viens de présenter la gouvernance mondiale avec ses travers, mais en reconnaissant qu'elle fait quand même ce qu'elle peut faire, mais qu'elle pouvait faire mieux si on organisait autrement. D'où ma proposition d'envisager la gouvernance comme gouvernance globale. Et en se disant, le global n'est pas synonyme de mondialisation ou de mondial. L'unité du monde de la globalisation. J'ai dit ce que je pensais de l'unité du monde de la mondialisation. L'unité du monde de la globalisation devrait être conçue non autour d'une volonté de totalisation hégémonique, mais plutôt autour des communes aspirations fondamentales de tous les peuples et de tous les êtres humains à connaître et à vivre le bien-être et la sécurité que favorisent les progrès scientifiques dans tous les domaines, tels ceux de la santé, de l'alimentation et de l'instruction en général. Le vocable « développement » par lequel on désigne les efforts visant à la satisfaction de ces aspirations, n'a-t-il pas laissé penser que seuls les pays pauvres, pays majoritairement de l'hémisphère sud, étaient concernés par la gouvernance internationale, telle qu'elle ressort des programmes des organisations spécialisées des Nations Unies? Est-ce qu'on parle de développement systématiquement pour les vieux pays? Ils sont industrialisés, ils sont riches. Point. Mais beaucoup de programmes dans la gouvernance mondiale parlent de développement. Ça flatte, ça intéresse ceux qui sont considérés comme en sous-développés. Mais sont-ils conscients que c'est un enfermement que cela pourrait représenter? Nous avons rappelé à dessein le discours du président Truman, plaçant les pays sous-développés au centre du programme lancé en 1949, au nom des pays industrialisés. C'était une belle idée de partage. Nous devons mettre à la disposition des pays, des régions sous-développées du monde, notre avance technologique, scientifique et tout et tout. C'est ce que disait Truman. Et c'est encore au cœur de tout ce qui se déroule aujourd'hui. La distribution, etc. Avec ce que ça entraîne dans la pensée de ceux qui distribuent. Comme on dit en Afrique, bon, beaucoup d'Africains aiment inventer des proverbes, mais bon, je ne sais pas si j'invente, j'ai aussi entendu dire ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Bon, donc cette logique de donateur, de distributeur, des avancées technologiques et de tous les bien-être, elle est là, derrière le programme de la gouvernance mondiale tel que se déroule jusque-là devant nous. Mais est-ce qu'elle doit toujours être considérée comme une gouvernance, une simple gouvernance d'aide et d'assistance conçue pour les seuls pays en voie de développement? J'ai déjà posé la question. Des pays, et notamment des pays africains,
traitées comme les meilleures destinations pour les faux médicaments et toutes sortes de produits dangereux, sans oublier les déchets toxiques, sans oublier que, effectivement, à un moment donné, lorsque le VIH-Sida, lorsque le sida apparaît en Afrique, tout se passe comme si ça a été créé en Afrique. Mais remarquez, regardez tout ce qui vient d'ailleurs et qui tombe sur l'Afrique. Si effectivement l'industrie pharmaceutique en Afrique avait pris de l'envol, peut-être aujourd'hui on nous dirait que c'est l'Afrique qui fabrique les faux médicaments. Parce que ça a été la tendance jusqu'ici. Moi je dis ça pour mes compatriotes africains. De penser qu'effectivement, beaucoup de choses, de mauvaises choses, la friperie, je citerai tout ce qui est déchet, qui est envoyé en Afrique, et je considère le VIH-Sida comme un déchet, qui est venu en Afrique, contrairement à ce qui nous a souvent été dit. Je ne vais pas plus loin dans la matière, les médecins, je suis au milieu des médecins, mais je sais qu'il y a un virus, c'est vrai, je ne nie pas la réalité de ce virus, mais est-ce que c'est venu de l'Afrique? Ça, c'est ce qui m'a toujours perturbé. La gouvernance globale à laquelle nous pensons se propose d'être l'inverse de la gouvernance telle que pratiquée dans le cadre de la mondialisation. Et de quelle manière? Nous savons bien que globalisation est le terme anglais pour dire la même chose, mais je ne reviens pas, j'ai déjà expliqué cela. Pourquoi un bilan qui est considéré comme globalement positif n'est pas un bilan qui va dans les détails? C'est un bilan qui considère l'ensemble et non les détails, l'essentiel et non l'accessoire, le principal et non le secondaire. Nous l'avons déjà dit, le mouvement de la globalisation devrait être, selon notre vision des choses, l'inverse de celui de la mondialisation, c'est-à-dire un mouvement de regroupement et de concentration autour des questions et des programmes essentiels. Nous nous réjouissons. Après avoir dit ça, je reviens à ce qui s'est passé, ce qui se passe au sein de l'ONU. Effectivement, il y a un mouvement qui va dans ce sens, que mon propos a simplement l'objectif de soutenir. Qu'est-ce qui se passe récemment? Au sommet mondial de 2005, il a été lancé ce qui s'est appelé le processus de cohérence d'ensemble du système de développement par les Nations Unies. Il a comporté 2 projets, à savoir l'initiative Unie dans l'action, c'était en 2007, et la création de ONU Femmes 2010. ONU Femmes, qui est opérationnelle depuis le mois de septembre 2011, résulte de la fusion de 4 entités. Je dis bien fusion. Et ça va dans le sens de ce que nous disons, ce que devrait être la globalisation. Qu'est-ce que ONU Femmes a fusionné? 1. La division pour l'avancement des femmes et le bureau du conseiller spécial pour les questions de genre. 2 entités qui dépendaient du département des affaires économiques et sociales du secrétariat général. 3e entité fusionnée, l'Institut national de recherche et de formation pour l'avancement des femmes. Et 4e unité fusionnée, le Fonds de développement des Nations unies pour les femmes, un organe qui dépendait de l'Assemblée générale. Vous voyez comment le problème des femmes était éclaté en diverses organisations. Mais c'est des questions budgétaires. Parce qu'on met de l'argent ici, on met de l'argent là, tout cet argent pouvait être regroupé quelque part. Quant à l'initiative Unie dans l'action, en anglais « Delivering as One », elle cherche à mettre en mouvement le processus de cohérence d'ensemble du système de développement. Il porte sur le renforcement de la gestion et de la coordination des activités opérationnelles dans 3 domaines. Là aussi, les domaines sont bien choisis. Le développement, l'aide humanitaire et l'environnement. 8 États membres se sont portés volontaires pour en être les premiers expérimentateurs. L'Albanie, le Cap-Vert, le Mozambique, la Tanzanie, l'Uruguay, le Vietnam, le Pakistan, le Rwanda. Il s'agit ici pour le pays hôte, chaque fois, et l'Organisation des Nations Unies, qui est concernée, de définir et de programmer ensemble des priorités communes, de n'avoir qu'un seul et même chef de file, celui-là même qui est le porte-parole commun, et en ce qui concerne les finances, de disposer d'un cadre budgétaire unique, donc une stratégie commune de levée de fonds, et pour finir, un bureau, ainsi qu'une mise en commun des services de gestion. Voilà l'idée, n'est-ce pas, de la fusion, de la globalisation et de la cohérence et qui évite donc des contradictions. Bon, le temps m'étant indiqué, je passe rapidement pour dire que les premières évaluations de cette expérience sont positives.
sont positifs en ce qui concerne la réduction du budget au niveau local. Toujours est-il qu'au niveau des agences des Nations Unies, ça ne tourne pas encore rond. Parce que diverses agences, chacune a sa méthode de gestion, ses logiciels, ainsi de suite. Donc ce projet qui est en marche n'a pas encore trouvé comment dire ça, sa manière de fonctionner de façon satisfaisante au niveau des agences des Nations Unies. De même, en matière de fusion, il est question que on a même proposé à l'instar de ONU Femmes, l'ONU Environnement, qui remplacerait le programme des Nations Unies pour l'environnement créé depuis 1972. En fait, je sais que là, la conception de ONU Environnement n'aurait pas encore été agréée par tous les partenaires. Cependant, je vais ajouter ceci. Regrouper des programmes, faire fusionner des organisations et des agences, faire en sorte que la fixation des priorités associe les donateurs et les bénéficiaires. Ce sont là les premières mesures de globalisation qu'il faut saluer. Mais avec ces mesures, nous n'en sommes encore qu'au niveau de la méthode. Il resterait à s'attaquer au fond même du problème. Si l'initiative baptisée le processus de cohérence d'ensemble du système de développement s'est choisi 3 domaines, à savoir le développement, l'aide universitaire et l'environnement, c'est dire qu'il y a lieu de nous interroger sur la question de savoir si une gouvernance globale devrait continuer à chercher à couvrir tous les secteurs possibles et imaginables, ou bien au contraire, abandonner cette pratique de la gouvernance mondiale actuelle qui trop embrasse. Jugement que nous avons entendu émettre pendant notre séjour au Conseil exécutif de l'UNESCO. Bien des membres de notre Conseil exécutif à l'UNESCO à l'époque trouvaient que l'UNESCO embrassait trop et forcément étreignait peut-être mal. Nous pensons en effet qu'une gouvernance mondiale n'est plus une gouvernance d'aide et d'assistance permanente, mais une gouvernance de répartition des compétences en raison des avantages comparatifs des uns et des autres. À côté des avantages comparatifs dans lesquels il faut faire entrer les domaines stratégiques tels ceux de la sécurité militaire, de la lutte contre le terrorisme, il y a les domaines du commerce mondial, de la lutte contre toutes sortes de trafic de médicaments, trafic de drogue, d'organes humains, trafic d'enfants, trafic de prostituées, qui relèvent du domaine de la sécurité pour l'humain. Domaine prioritaire pour la gouvernance globale, qui devrait être prioritaire, mais est-il prioritaire? La sectorisation de la lutte contre les fléaux a-t-elle donné tous les bons résultats qu'on a été en droit d'en attendre? Ce n'est pas évident. Toujours est-il qu'il s'agit là de domaines dans lesquels la collaboration des États dans une gouvernance globale va devoir s'imposer davantage. La seconde catégorie des domaines à inscrire au cœur de l'agenda d'une gouvernance globale comprendrait la question du développement dans son ensemble et avec comme objectif à viser la réduction du fossé qui continue de se creuser entre les pays riches et les pays pauvres. Il devrait essentiellement être question ici de mettre au point des normes intangibles susceptibles de permettre la traduction en actes de la mise en œuvre d'une authentique solidarité humaine par-delà les cadres nationaux et étatiques. Je vais bientôt conclure. Au cœur de la globalisation se trouve donc inscrit le principe régulateur du devoir de solidarité. Non pas cette solidarité négative qui se constitue sur la base du principe de l'exclusion, mais cette solidarité positive par laquelle chaque partenaire du système global est amené à se souvenir que la seule solidarité inverse qui combat la solidarité autour du sens de l'humain est la solidarité dans le crime multiforme déjà évoqué. Si Gabriel Marcet revenait sur Terre aujourd'hui, il nous réécrirait sûrement un autre titre, « Les hommes contre l'humain ». Je conclus. La réforme de l'Organisation des Nations Unies, dont on parle depuis déjà très longtemps, est donc plus que jamais une impérieuse nécessité. Car c'est à travers cette institution, bien davantage qu'à travers les G8, G20, G30, qu'une gouvernance globale relativement démocratique pourrait fonctionner. Il n'y a pas que le Conseil de sécurité qui devrait retenir l'attention des réformateurs. Il y a aussi l'Assemblée générale et les diverses organisations spécialisées au sujet desquelles il n'y aurait pas que les doubles emplois et les chevauchements à supprimer, mais également les missions et la gestion à définir
par rapport à la tutelle de l'Assemblée générale et d'un Conseil de sécurité auquel on pourrait donner un autre nom. En ce qui concerne les missions des organisations spécialisées, il nous est apparu qu'il serait temps qu'elles ne soient plus perçues comme des instruments au service d'une politique interminable d'aide à apporter aux pays en voie de développement, mais que tout en continuant sur cette voie appelée à s'arrêter un jour, elles mettent au premier plan de leur action déjà connue le principe de renforcement des capacités des pays concernés, dans une orientation d'accélération du processus de leur émancipation de la politique de l'aide au profit d'une plus grande responsabilisation des gouvernements des États. On pourrait résumer tout ce qui précède en disant que jusqu'ici, les organisations internationales n'ont fait qu'administrer et gérer le monde en y prorogeant l'ordinaire loi du plus fort. Il s'agirait aujourd'hui pour elles de commencer à le gouverner à partir des choix politiques participatifs, garantissant la sécurité et la conservation du sens de l'humain aux quatre coins du monde. C'est une responsabilité que la gouvernance mondiale a tendance à abandonner aux organisations non gouvernementales, qui, elles, ne s'occupent que du plus facile et du plus politiquement correct, à savoir les droits de l'homme, laissant de côté ce qui devrait être considéré comme un devoir de stimulation du sens de l'humain. Et si la plupart, sinon toutes les ONG se constituent dans le camp des plus forts, nous devons de reconnaître, nous, les pays du Sud, que rien n'empêche la société civile des pays faibles de susciter à leur tour la création des ONG chargées de réveiller le sens de l'humain dans l'esprit des plus forts. Ce n'est pas ce que font les altermondialistes, dont les résultats sont impalpables. On pourrait nous objecter que c'est la loi de l'intérêt qui gouverne les relations entre les nations et non une loi quelconque qui s'appellerait le devoir de solidarité ou même le sens de l'humain. Nous n'en disconvenons pas. Mais alors, le génie des hommes serait-il à jamais incapable d'inventer un mécanisme par lequel on pourrait amener les uns et les autres à trouver de l'intérêt, puisque c'est l'intérêt qui gouverne le monde, à collaborer à la satisfaction des intérêts des autres? Je vous remercie de votre attention.